Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui parce que c'est la vidéo des meilleures lectures 2021, donc il y aura que du positif dans cette vidéo. Pour ceux qui n'auraient pas vu ma vidéo point lecture précédente, je vous souhaite une excellente année 2022, que tous vos projets se réalisent, que la santé soit au rendez-vous, c'est le principal, et plein de bonnes lectures parce qu'on est aussi sur une chaîne livresque, donc le but aussi c'est de kiffer au niveau de ses lectures, de s'évader. Donc voilà, j'espère que votre année 2022 sera riche à tout point. Et aujourd'hui, je vais vous présenter donc le top 10 de mes lectures 2021, à savoir que j'ai lu 104 livres entièrement et 2 livres que j'ai commencé, enfin que j'ai bien entamé sur 2021, mais que je pense finir sur début 2022. Donc voilà, sur 104-106 livres, j'ai extrait 10 lectures, mais vraiment c'est 10 lectures, c'est 10 romans, enfin 10 livres en tout cas, il n'y a pas que des romans, mais que je vous conseille absolument s'il y avait, voilà, sur tous mes points lecture de 2021, si vous devez retenir que 10 lectures, ce serait cela. C'est des livres que je sais que je pourrais relire un jour parce que j'ai tellement aimé que je serais très curieuse de relire cette histoire. Et c'est des romans, je sais que je vais apprécier, donc notamment en cas de panne de lecture un peu de, voilà, on ne sait pas trop quoi lire, etc. C'est des livres que je peux relire, donc c'est parti. Le premier, c'est Si on recommençait d'Eric Emmanuel Schmitt, qui est une courte pièce de théâtre où on va retrouver Alexandre, qui est un homme qui va aller dans sa maison familiale où habitait sa grand-mère, et puis je sais plus comment il va se cogner à la grosse horloge comptoise et il va faire un malaise. Et en fait, ce malaise va être le prétexte pour faire un voyage dans le passé. Il va revoir qui il était il y a une bonne trentaine, quarantaine d'années, à un moment décisif de sa vie, puisque c'était le moment où il attendait de savoir s'il a été pris à l'école de médecine aux États-Unis, je crois. Il devait partir aux États-Unis pour ses études. Donc ça a été un tournant décisif. Il a dû prendre des grosses décisions qui ont eu des conséquences dans sa vie jusqu'à l'heure actuelle. Et ça va être un moyen pour Eric Emmanuel Schmitt de nous faire réfléchir sur le sens de la vie, le temps qui passe, sur les conséquences de nos actes, sur les conséquences d'un choix, etc. Et j'ai trouvé ce livre hyper intéressant. Ça a été très court, mais très intense. J'ai beaucoup aimé. Je sais que ça, c'est un livre que je relirai. Je l'ai prêté à mon père, mais je sais que je le récupérerai et que je le relirai un jour parce que c'est vraiment un roman qui m'a marqué. C'était une de mes premières lectures 2021. C'est vraiment une lecture que je vous conseille parce que j'ai beaucoup aimé. Donc si vous aimez bien avec Emmanuel Schmitt ou si vous voulez le découvrir, je pense que ça peut être un très bon livre pour le découvrir parce qu'il est très court. C'est en pièce de théâtre, donc ça se lit très vite. Et c'est vraiment un extrait de sa plume et de la qualité de sa plume et de la qualité aussi de son côté philosophique qui nous fait beaucoup réfléchir. Donc voilà, on commence super fort. Ensuite, toujours en début d'année, j'avais lu L'amour au temps des éléphants d'Ariane Bois chez Belfond. Ici, on se retrouve en septembre 1916 aux États-Unis, dans le sud des États-Unis, et en fait, on va retrouver 3 personnes qui assistent à une exécution d'éléphante, puisqu'il y a une éléphante qui a tué un de ses dresseurs, et elle va être pendue, enfin pendue ou tuée en place publique en tout cas. Et 3 jeunes gens vont assister à ça. Il y aura Arabella, Kid et le journaliste Jérémy. Et ces 3 personnes vont se lier, ils vont se retrouver dans, voilà, dans un autre événement de leur vie. Et c'est là que l'exécution de cet éléphant va être le point tournant de leur vie. Donc Jérémy va être un journaliste, Kit c'est un afro-américain qui est très intéressé par tout ce qui est jazz et musique. Et il va y avoir Arabella, je crois que c'est ça, Arabella qui elle est passionnée des éléphants grâce à sa grand-mère qui elle-même était une passionnée d'éléphants et qui s'y connaissait pas mal, je sais plus ce qu'elle faisait, mais en tout cas c'est elle qui a transmis sa passion pour les éléphants. Et Arabella du coup va vouloir pas forcément se venger de la mort de cet éléphante là, mais en tout cas s'intéresser aux éléphants. Et on va du coup voyager de l'Amérique à Paris dans les années 20 avec l'arrivée du jazz, aussi la sortie de la guerre. On va aussi du coup entrer dans la Seconde Guerre mondiale. On va aller jusqu'au Kenya, on va aller dans l'univers du cirque.
J'ai énormément appris sur l'univers du jazz, la création et la montée du jazz. Enfin, ça a été hyper intéressant. J'ai beaucoup aimé. Ariane Bois, elle a un talent pour nous décrire des personnages très attachants. Le lien entre ces personnages aussi était hyper intéressant. Donc vraiment, je vous recommande si vous aimez les romans historiques, si vous aimez même les histoires d'amour, parce que malgré tout, voilà, il y a quand même une petite histoire d'amour. Si vous aimez les contemporains, si vous aimez apprendre des choses, notamment sur les animaux, le cirque, les éléphants, le jazz, etc. Je vous conseille si vous aimez tout ce style-là. Et si vous aimez La Plume d'Ariane Bois, bah, je peux que vous le conseiller parce que j'ai vraiment, vraiment beaucoup aimé. Et je continuerai à suivre cet auteur parce que ça fait 2 romans que j'ai d'elle et 2 romans que j'aime beaucoup. Et d'ailleurs, les 2 finissent dans mes tops de l'année. Donc je pense que ça, pour moi, ça devient une valeur sûre. Et j'avais beaucoup aimé la rencontrer au Salon Livre Paris il y a quelques années. Et voilà. Donc je vous conseille L'amour au temps des éléphants d'Ariane Bois chez Belfond. Ensuite, je vous conseille La Vallée des Oranges de Béatrice Courteau, ici chez Pocket, que j'avais lu pareil, je crois que c'était autour du printemps 2021. J'aime beaucoup, c'est un roman historique, en tout cas un roman où on va alterner entre présent et passé, entre Marseille en 2016 et Majorque en 1935, où on va rencontrer une jeune femme qui va hériter d'un hôtel. Euh, de sa grand-mère en fait, et elle va faire des travaux de rénovation, et lors de ces travaux des ouvriers vont trouver une petite boîte je crois, et dedans il va y avoir pas mal de souvenirs de sa grand-mère, et du coup elle va se rendre compte que sa grand-mère a vécu à Majorque, et elle va vouloir y retourner, donc elle va partir en voyage à Majorque, et on va suivre en même temps sa grand-mère en 1935, Magdalena, qui vit sur cette île et qui est pâtissière. Donc du coup on va avoir aussi beaucoup ces odeurs de pâtisserie, ces odeurs d'orange, parce qu'à Majorque il y avait beaucoup d'orange, c'était ce qui faisait vivre l'île. Et du coup en plus de cette histoire, de ces secrets de famille, on va vraiment avoir ce côté gourmand, ce côté odeur, ce côté soleil. Enfin j'ai beaucoup aimé l'ambiance, j'ai beaucoup aimé les personnages. Et du coup, on va voir aussi que c'était pas tout rose, puisque en 1935 à Majorque, c'était aussi la guerre civile en Espagne, et donc les ravages que ça a fait, et du coup, ce qui a causé aussi l'exil de sa grand-mère. J'ai beaucoup aimé, j'aime bien les romans historiques, j'aime bien les romans où on parle d'histoire de famille. Anaïs va partir sur les. Enfin, va remonter un peu son arbre généalogique, elle va découvrir sa grand-mère à travers son histoire. Et j'ai beaucoup aimé. J'ai trouvé que c'était un magnifique roman de famille, un magnifique roman pour le printemps. Et vraiment, si vous aimez ce style de roman, je vous le conseille parce que il est très bien. Et je suis très contente d'avoir découvert l'auteur et d'avoir découvert ce roman surtout, que je garde précieusement dans ma bibliothèque. Ensuite, une autre de mes meilleures lectures 2021, c'est Grandir un peu de Julia Rampin chez Charleston. J'ai beaucoup aimé. Ici aussi, on va retrouver une grand-mère et son petit-fils. Je pense que voilà, c'est un thème qui me plaît beaucoup, et c'est ce qui fait que je m'attache énormément à ces personnages. On va retrouver du coup, comment s'appelle-t-elle? Parce que les prénoms et moi, ça fait beaucoup. On va se retrouver chez Raymond, qui est une grand-mère un peu fantasque, rebelle, qui cherche une dame de compagnie parce qu'elle sent que ses capacités physiques diminuent grandement, et elle va chercher du coup quelqu'un, et cette aide ménagère va être Jeanne, qui est une jeune femme très sympathique, très introvertie, qui a beaucoup de soucis notamment dans son couple, et elle va répondre à cette annonce et vivre chez Raymond pour l'accompagner. Et autant dire que Raymond va la booster, et Raymond est très proche de son petit-fils qui s'appelle Lucas, qui lui aussi en fait va s'intégrer dans ce trio, enfin dans ce duo, mais du coup qui va devenir un trio. Et j'ai beaucoup aimé la relation que vont nouer ces 3 personnages. Et ce roman est un roman de vie, j'ai beaucoup aimé. Ça va permettre à Jeanne de s'ouvrir, de se retrouver, d'être vraiment qui elle est, et d'arrêter de vivre sa vie à travers son mari, de se laisser un peu aller et couler par la vie. Et c'est aussi une histoire très touchante. Il y a aussi cette histoire de perte, de deuil.
Il y a aussi beaucoup ce côté espoir. Enfin, vraiment, vous passez du rire aux larmes. Enfin, c'est émouvant et en même temps, c'est hilarant. C'est un petit bonbon. Et vraiment, j'ai vu que Julien Rampin sort son prochain roman en mai. En tout cas, en 2022, c'est sûr. Je crois que c'est avril-mai. Et autant vous dire que je serai au rendez-vous parce que je l'avais acheté en neuf en sachant très bien que j'allais aimer déjà au vu du résumé. Et ça a été beaucoup plus que ce que je pensais. J'ai dévoré ce roman, j'aime beaucoup la plume de Julien Rampin, j'aime beaucoup ce côté euh, histoire de famille. Ça m'a fait penser un peu au roman de Virginie Grimaldi, où vous avez vraiment ces histoires qui sont très très touchantes. Ces personnages, vous avez juste une envie, c'est de les rencontrer dans la vraie vie et d'être amis avec eux, de faire partie de leur cercle. Chez Virginie Grimaldi, c'est ce que j'aime aussi. Et en parallèle, vous avez cette petite touche d'humour qui fait que bah, la vie, ok, il y a des événements qui sont tristes, il y a des choses pas faciles, mais il y a toujours ce côté espoir, ce côté humour qui fait que bah, c'est vraiment ce qui se passe dans la vie, ça rend vraiment réel et ça rend vraiment hyper attachant aussi ces personnages. Donc voilà, je vous conseille Grandir un peu du Rampant si vous êtes passé à côté de ce livre que voilà, en plus il est très court donc vous n'avez aucune excuse vraiment. Foncez si vous ne connaissez pas ni cet auteur ni ce livre parce que c'est juste un petit bonbon et en ces temps moroses ça peut que vous redonner le moral même si préparez-vous et gardez vos mouchoirs. De toute façon en général dans les livres que je vous présente il y a quand même ce côté émotion donc quoi qu'il arrive gardez toujours un paquet de mouchoirs à côté de vous. Dans un registre totalement différent. D'ailleurs, c'est le seul roman noir thriller de ce top 10. Il s'agit de Tu ne seras plus mon frère de Christian Blanchard qui a été édité, je crois aussi chez Bellefond ou chez Plomb parce que je sais que cette année il y a eu un petit changement dans les éditions, mais je crois que c'est Bellefond. Ici, on est dans un roman thriller roman noir plutôt, puisque Christian Blanchard a regardé un reportage sur les enfants du califat, donc ces enfants qui naissent dans cette propagande islamiste et qui sont embrigadés dès leur plus jeune âge et qui sont récupérés par l'État, donc soit leurs parents meurent, soit voilà, pour X raisons, en général c'est parce que ils se retrouvent orphelins et du coup c'est l'État qui s'en occupe et les rapatrie en France et ils sont à leur arrivée en France pas interrogés, mais en tout cas ils sont pris en charge notamment par des psychologues, des assistants sociaux, etc. Et toute la question est de savoir est-ce que ces enfants, enfin qu'est-ce que ces enfants ont vu, ont subi, ont fait, et est-ce que ces enfants qui ont été embrigadés dès leur plus jeune âge sont récupérables et peuvent être récupérés par le gouvernement, la société, etc. Et voilà, ce point de départ a fait beaucoup réfléchir Christian Blanchard qui a décidé d'en faire un roman. Et du coup, on va suivre deux frères. Je pense qu'il y en a un qui s'appelle Kaswara et l'autre, je sais plus trop, qui sont des deux enfants franco-syriens. La maman est syrienne, le papa est français, mais ils vivent tous les deux depuis très longtemps en Syrie dans l'exploitation familiale de fruits. Et du coup, ils vont grandir, Kaswara et son frère, dans une famille à moitié musulmane, à moitié chrétienne, où ça a toujours été une bonne ambiance avec une ouverture d'esprit, etc. Jusqu'au jour où la Syrie va tomber sous les mains de Bachar al-Assad, ensuite de Daesh, etc. Et cette famille va complètement être divisée puisque les deux frères vont choisir un camp différent, ou plutôt le camp opposé, et du coup de frères ils vont passer à ennemis, et ils vont tous les deux partir de leur côté, donc l'un dans l'armée syrienne libre et l'autre chez Daesh, et il va y avoir voilà, forcément un lien entre les enfants du califat qui vont être accueillis en France, Kaswara et son frère. On va profiter de cette histoire, enfin en tout cas l'auteur va profiter de cette histoire, de cette mise en place de l'intrigue pour nous parler de ce qui se passe là-bas, de la Syrie d'avant qu'on connaît très peu en tant qu'occidentaux, du pays qui bascule, des manipulations, de la propagande, des
des génocides aussi, parce qu'on se rend compte que c'est la population elle-même qui s'attaque à sa population suite à plein de propagande, etc. Mais en tout cas, cette division de population et que même au sein des familles, ça détruit des familles, que ce soit au sens propre comme au sens figuré. Et du coup, j'ai beaucoup aimé, ça m'a énormément touchée. En plus, avec Christian Blanchard, c'est vraiment qui tout double. C'est soit je n'aime pas du tout Iboga, j'avais pas du tout accroché avec lui, et c'était le premier roman de l'auteur, comme quoi il faut jamais rester sur sa première idée. J'avais lu un autre roman de lui que j'avais beaucoup aimé, qui m'avait aussi bien plu, mais la preuve, j'ai oublié le nom, qui parlait avec le trafic d'organes, qui m'avait bien marqué aussi. Et là, celui-ci m'a bouleversée. Alors, je sais que c'est un sujet qui plaît pas à tout le monde. Moi, c'est vraiment quelque chose qui me touche parce que c'est quelque chose déjà de contemporain. Qui Il faut en parler, il faut apprendre pour ne pas rester aveugle comme beaucoup de personnes sont aveugles face à la situation. Et ne pas oublier que, d'où ils viennent et que ce sont des hommes comme vous et moi et qui ont forcément vécu pas mal de choses qui ont fait que ça a changé leur vie. On voit aussi ce côté politique avec la Russie qui intervient, les Américains, la France, etc. Et du coup, même si c'est une fiction, on apprend énormément de choses et on sent que l'auteur s'est beaucoup renseigné sur le sujet et que c'était un sujet qui lui tenait à cœur aussi. Donc vraiment, je l'avais en numérique parce que je l'ai eu via NetGalley. Mais c'est un roman, je pense que je me procurerai à l'avenir pour le garder dans ma bibliothèque et le relire parce que je trouve que c'était vraiment une des plus belles surprises 2021 parce qu'en lisant, je pensais passer un bon moment et c'est vrai que le thème m'intéressait, mais je pensais pas que ça allait me toucher autant. Et la preuve, ça doit faire plus de 6 mois que je l'ai lu et je m'en souviens encore très très bien, notamment les émotions que j'avais en le lisant. Je l'ai lu en 24 heures et vraiment, c'est un roman qui m'a touchée. Donc voilà, je vous conseille si le sujet vous intéresse. Pour rester dans le sujet de Daesh, l'État islamique, etc., j'ai lu et j'ai beaucoup aimé, je vous recommande Ce que tient à ma droite t'appartient de Pascal Manoukian chez Point. Celui-ci, je l'ai lu cet été et j'ai été très touchée. On retrouve Karim qui est marié ou en tout cas en concubinage avec Charlotte et ils attendent leur premier enfant. Charlotte est enceinte de 5-6 mois, quelque chose comme ça. Et en fait, Karim se pose beaucoup de questions puisque son enfant va vivre va naître dans une famille pareil que dans le précédent roman, à moitié dans une famille chrétienne, à moitié dans une famille musulmane. Et lui se rend compte qu'il est lui-même musulman, mais n'étant pas pratiquant, il ne connaît pas grand-chose en fait dans sa religion, il ne pratique pas, et il va se poser tellement de questions par rapport à la grossesse de sa femme qu'il va aller dans le vendredi 13 novembre 2015 dans une mosquée pour participer à la prière du jour et puis pour discuter avec l'imam de tout ça. Et il va faire la rencontre d'autres hommes. Le jour même, voilà, si vous avez fait le rapprochement, Charlotte va aller boire un coup avec des copines, des collègues, je ne sais plus, dans un bar sur une terrasse à Paris. Et c'est le soir des attentats du Bataclan. Et du coup, il y a des terroristes qui vont venir et qui vont les mitrailler. Et donc, Karim va perdre à la fois sa femme, mais aussi son enfant. Et ça va vriller dans sa tête. Et il y a plein de choses qui vont faire qu'il va vouloir se venger. Et pour se venger, il va vouloir attaquer très haut. Parce que on sent que il a une haine contre ce qui s'est passé. Mais il sait que c'est pas en s'attaquant. De toute façon, aux kamikazes, ils sont morts, donc on ne peut pas s'attaquer à des morts. Mais il va vouloir remonter plus haut et comprendre, puisque il va se rendre compte que l'un des terroristes qui a tué sa femme, il l'avait entreaperçu et il va vouloir en savoir plus. Et du coup, il va remonter, il va partir en Belgique pour après partir en Syrie. Il va rencontrer d'autres Français qui partent faire le djihad en Syrie. Et voilà, j'ai trouvé ça
hyper bouleversant, hyper intéressant, très bien traité. Ça aurait pu être traité différemment et c'est un sujet qui est quand même assez sensible et Pascal Manoukian a su en parler magnifiquement bien. Et vraiment, vraiment, je vous conseille ce livre. Pareil, je l'ai lu en 24 heures. J'ai beaucoup, beaucoup aimé. Il m'a beaucoup touchée. Donc, ouais, c'est ce côté quête de sens et, et ce côté désespoir à suite. Voilà, il a quand même tout perdu. Et déjà, il était un peu perdu pendant la grossesse, il se posait beaucoup de questions. Et le fait qu'il y a eu ces attentats en plus et tout ce qu'il y a eu autour, ça l'a encore plus perturbé. Et du coup, il va vraiment s'entêter dans le désespoir et vouloir sa vengeance à tout prix. Et du coup, je vous recommande ce livre si vous aimez le thème abordé. Euh, vous pouvez que aimer ce livre. Alors ensuite, on part dans un registre différent puisque j'ai lu un roman graphique qui m'a beaucoup beaucoup aimé. Il s'agit de Pays à nous de Jessica Oublié et la dessinatrice, je crois que c'est Anne-Marie Rousseau. Alors je sais que c'est Rousseau. Je vous mettrai, je vous le remettrai. Mais c'est vraiment l'association des deux qui fait que ce roman graphique m'a beaucoup beaucoup aimé. En fait, Jessica Oublié est une jeune femme d'origine antillaise et elle va se renseigner énormément. Et en fait, c'est son histoire à elle en fait, parce que elle s'est rendue compte qu'il y avait beaucoup d'Antillais qui avaient été il y avait beaucoup d'Antillais en France et notamment dans les administrations, que ce soit à l'hôpital, à la poste. Enfin, il y avait plein de types de boulots comme ça qui avaient une population antillaise très nombreuse. Et il y avait notamment aussi tout ce qui est congés bonifiés, etc. Et elle s'est renseignée et elle a remonté le fil un peu et elle s'est rendue compte que c'était principalement dû au Benidorm. C'était le gouvernement qui avait créé ça dans les années. Alors maintenant j'ai un doute, mais je crois que c'est 70. Et en fait, ils proposaient aux Antillais qui n'avaient pas de boulot là-bas. C'est vrai que, enfin, déjà maintenant c'est même pire, j'ai l'impression. Mais là-bas, en fait, ils ont été chercher des gens qui étaient capables de travailler, donc des jeunes, des hommes, mais aussi des femmes. Ils ont été les chercher, ils ont signé des contrats, ils leur expliquaient qu'ils leur offraient un aller simple pour la métropole avec un boulot et ils pourraient aider leur famille qui restait sur place, etc. Donc il y a des femmes qui ont perdu leur mari, qui sont parties en métropole et en fait eux pensaient qu'ils allaient pouvoir revenir ou en tout cas que ça allait être beaucoup plus simple que finalement ça l'a été. Et on va se rendre compte que du coup c'est pour ça qu'il y a eu beaucoup beaucoup alors il y a eu la Réunion, la Guadeloupe, la Martinique et aussi la Guyane. Et on va se rendre compte que selon les métiers, il y avait plus ou moins des Réunionnais, plus ou moins des Guadeloupéens ou des Martiniquais. Et en fait, on va suivre notamment sa grand-mère qui a vécu sans son mari, qui a éduqué seule ses enfants, qui s'est voilà, qui a évolué seule parce que son mari était parti en métropole pour travailler et en fait, on va se rendre compte que pour eux, c'était très compliqué après s'ils voulaient changer de profession, s'ils voulaient retourner aux Antilles, etc. Et j'ai trouvé ça bouleversant parce qu'en fait, c'est quelque chose qui a plus de 50 ans et qui a encore des répercussions aujourd'hui. Il y a plein de choses comme ça, les congés bonifiés ont été mis en place pour que du coup ces gens-là puissent repartir parce qu'il ne faut pas oublier que c'est quand même assez loin en avion. Je pense qu'il y a au moins 6 heures d'avion, si je me trompe pas. Et c'est pas, voilà, avec le décalage horaire, etc., c'est pas quelque chose qu'on peut faire comme, par exemple, moi qui ai mes parents dans le nord de la France, je peux faire un aller-retour dans une journée, je peux partir une semaine, revenir, je serai pas perturbée, etc. Que là, repartir aux Antilles, ça s'improvise pas, et puis, les billets coûtent cher, enfin. euh, Ils sont venus pour le travail parce que est-ce qu'ils avaient vraiment le choix, même si on leur a proposé des choses de rêve, on leur proposait quand même de vivre dignement et quelle population refuserait si on leur proposait un boulot qui permettrait à sa famille de vivre alors que on est actuellement en train de galérer, on ne sait même pas si on pourra donner à manger une éducation à nos enfants, donc forcément
on accepterait, et du coup ça a quand même été une dérive du gouvernement, et le gouvernement en a bien profité, et nous aussi en métropole, hein, on va pas se mentir, c'était des boulots qui intéressaient pas les métropolitains, sinon on n'aurait pas été chercher les Antillais. Et vraiment, j'ai appris beaucoup de choses, ça m'a fait beaucoup réfléchir. Et ça m'a aussi ouvert les yeux sur ce que vivent les Antillais par rapport à la métropole. Et j'ai compris plein de choses. Il y a notamment un autre de ces romans graphiques qui parle du chlordécone, qui est un pesticide qui a été interdit en Europe depuis des décennies et qui a été autorisé aux Antilles pendant très longtemps parce que c'était le seul pesticide qui était virulent sur les bananiers et du coup qui permettait de vivre de la culture de la banane et d'améliorer le rendement. Et le problème, c'est que ça pourrit les terres, y a des pesticides pour plus de 500 ans. C'est-à-dire que les générations actuelles sont touchées et ça va être dans le sang des populations qui sont même pas encore nées pour des générations et des générations. Donc en fait, on a détruit les îles de la Martinique et de la Guadeloupe notamment, hein. Il y a peut-être aussi d'autres îles, mais en tout cas, là, de ce qu'elle parle, c'est surtout pour Guadeloupe et Martinique. Et voilà, il y a plein de choses comme ça qui, nous, en tant que métropolitains, si on ne se renseigne pas, on n'est même pas au courant. Est-ce que déjà, il y en a que ça intéresse voilà. Mais ça reste quand même hyper... ben, pour moi, du coup, ça a expliqué plein de choses. Il y a eu aussi, notamment, avec toute cette histoire de pass sanitaire, etc. Aux Antilles, c'est vraiment devenu très politique. Et je me dis qu'en fait, eux, ils sont vraiment restés au niveau des médias sur ce côté pass sanitaire. Voilà, mais en fait, il faut se rendre compte que le pass sanitaire aux Antilles, c'est la goutte d'eau qui a fait que tout a débordé et que ils en ont plus que marre. Mais c'est pas juste le pass sanitaire. Enfin, faut pas confondre. Faut pas confondre ce qui se passe en métropole et ce qui se passe là-bas. C'est pas du tout le même combat et que c'est pas que l'histoire de Covid. Et je pense que ça a été bénéfique pour moi en fait d'avoir lu Pays à nous avant et de m'être renseignée sur ces autres romans, La chlordécone, etc. Euh, du coup, je fais une aparté, mais c'est parce que c'est un sujet qui me tient beaucoup à cœur. Et là, notamment, il y a eu la reconnaissance de maladies professionnelles pour ceux qui travaillent dans les bananiers, pour tout ce qui est cancer de la prostate, parce qu'il faut savoir qu'il y a énormément d'Antillais qui sont malades, et notamment qui sont morts ou qui sont malades d'un cancer de la prostate. Et c'est très très connu en fait que les Antillais sont très sensibles à plein de maladies auto-immunes. Il y a aussi beaucoup de diabète et d'autres maladies auto-immunes et de cancer, et notamment le cancer de la prostate. Et le cancer de la prostate a été reconnu là, je crois, en décembre 2021, il y a très très peu de semaines, maladie professionnelle. Et encore une fois, c'est aussi parce que il y a eu tout ce combat et qu'ils n'ont rien lâché, et que peut-être que sans cette crise politique actuelle et dont on parle depuis des mois aux Antilles, personne le gouvernement n'aurait pas eu assez de pression pour accepter ça. Donc voilà, je suis sortie totalement de mon point lecture, mais c'est quelque chose qui me touchait. Et Pays à nous, c'est quelque chose qui m'a... Pour moi, c'est de service public parce que j'en ai discuté avec l'auteur qui était très touché d'ailleurs, et avec la médiathèque, c'est la bibliothécaire qui m'en avait parlé, qui l'avait conseillé, et du coup on en avait bien discuté avec elle. Et vraiment, c'est quelque chose qui m'a touchée parce que elle raconte son histoire, donc c'est touchant, et en même temps, c'est quelque chose que on est tous concernés, mais très peu de personnes à l'école, jamais on parle de ça, alors que ça fait partie de notre histoire. Et des Antillais, il y en a partout, et des Antillais qui vivent en métropole, bah, il y en a qui étaient même pas au courant, ou voilà, qui sont pas forcément en lien avec la famille actuelle aux Antilles, qui grandissent en métropole et qui ont quand même... Enfin, pour moi, c'est hyper intéressant de savoir d'où on vient, et je trouve que c'est dommage qu'on n'en parle pas en fait à l'école. Donc c'est quelque chose qui m'a touchée, mais aussi qui m'a révoltée. Je sais que j'en avais beaucoup parlé dans mon point lecture, et du coup là je vois que je dérive aussi dans ce point là, mais c'est vraiment un roman graphique à mettre entre toutes les mains et qui est hyper intéressant, et en plus les dessins sont top, donc c'est vraiment deux en un. Mais si vous voulez en savoir plus sur le sujet, je vous conseille énormément ce roman graphique qui m'a énormément touchée. Un autre roman qui m'a touchée, mais pour d'autres raisons, c'est Camille 907 fois,
de Julien Dufresne-Lamy chez Plomb pour la rentrée littéraire de septembre. Ici, Julien Dufresne-Lamy va raconter l'histoire de son amie Camille, qui est ni plus ni moins qu'une des filles de Dodo la Saumure, donc ce proxénète franco-belge. Et en fait, au début, j'avais un peu, pas peur, mais je pensais que c'était vraiment ce côté profiter de cette célébrité. Enfin, j'avais un peu peur, mais en même temps, j'avais confiance en l'auteur parce que j'avais déjà lu plusieurs livres de lui et je sais qu'il a une plume magnifique. Et j'étais quand même curieuse de découvrir ce roman qui sort de ses lectures habituelles, de ses romans habituels. Et j'ai été très touchée parce qu'il raconte l'histoire de cette femme, mais qui pourrait être l'histoire d'autres femmes qui ont grandi dans une famille dysfonctionnelle, notamment avec un père absent. Et je trouvais cette histoire très touchante et à la fois très bien racontée. C'est un super bel hommage qu'il a fait à son ami parce qu'en aucun cas, il appuie sur le côté de Dodo la Saumure. Je pense qu'il aurait même pas cité le nom. En fait, ça aurait été pareil, ça aurait été aussi bouleversant et aussi touchant. Je pense que ça peut aussi faire écho à pas mal de femmes qui peuvent se reconnaître et voir que cette femme est forte, est résiliente et voilà, elle s'en sort magnifiquement bien à tous les points. Et vraiment, j'ai trouvé ce roman très intéressant et comme d'habitude, j'ai envie de dire, parce que je pense pas que ce soit le premier top de l'année où il y a un Julien Dufresne-Lamy, cet auteur me touche à chaque fois et il a une plume, mais franchement, lire un roman de Julien Dufresne-Lamy, c'est aussi bien pour l'intrigue et l'histoire, le fond, mais aussi la forme. Donc, je vous conseille 1000 fois les livres de Julien Dufresne-Lamy et notamment celui-ci. Ensuite, un autre roman que j'ai lu cet automne, c'est Les fiancés de l'été, qui est le tome 1, qui m'a pas mal surpris. Pareil, je pensais pas que ça allait me toucher autant et mapper autant. Ce livre, je l'ai lu pendant mes vacances et je partais pour une romance pendant la guerre. Voilà, la Seconde Guerre mondiale. Et ça a été tellement plus que ça. Mais en un bouquin, je pensais pas qu'on pouvait aborder autant de sujets d'un coup. On va rencontrer, alors par contre les personnages j'ai complètement zappé, hein, mais on va rencontrer une jeune femme qui, elle, rêve de monter à Paris pour une école de stylisme. Et elle vit dans une famille où son père est chef d'entreprise d'une usine de chaussures. Et elle va avoir une histoire d'amour, enfin son amour de jeunesse, avec un jeune homme qui lui doit faire des études d'architecture, je crois. Donc ils vont, quoi qu'il arrive, devoir se séparer et c'est très dur pour ce jeune couple. Mais bon, c'est très courant, donc ils savent qu'ils vont faire leurs études et puis ils se retrouveront. Sauf que ils n'auront pas le temps de finir leurs études puisque la Seconde Guerre mondiale va arriver, que les Allemands vont débarquer. Et forcément, ça va bouleverser un peu tous les plans. Et elle va rester dans sa famille, donc aux côtés de son père. L'usine va être réquisitionnée pour les Allemands pour construire, pour fabriquer des chaussures pour les soldats allemands. Et du coup, elle va rester là pour aider. Et son ami, qui s'appelle Raphaël, je crois, pas d'où ça me sort, mais je crois que ça s'appelle Raphaël, va lui partir dans le sud et va devenir résistant et va du coup se faire dénoncer. Et elle va passer tout le temps de la guerre à essayer de savoir ce qui s'est passé, à essayer de le retrouver, à essayer de le ramener, etc. Quitte à faire des choix pas forcément très correcte envers la morale et la société. Et en tout cas, voilà, c'est une jeune fille qui sort de l'adolescente, qui est amoureuse et qui est prête à tout pour retrouver l'amour de sa vie. Et voilà, donc on va suivre ce côté guerre, résistance, invasion allemande dans les petits villages français, le fonctionnement aussi des réquisitions. Enfin, il y a eu tellement de choses en dehors de la romance qui étaient hyper intéressantes. Et en fait, c'est pas tout, puisque ça va dire une bonne moitié du roman. Et dans la deuxième partie, on va continuer de suivre cette jeune femme
après la guerre, parce que forcément après la guerre, il faut reconstruire le pays, il faut se reconstruire aussi. Et elle va monter à Paris et sa vie va complètement changer. J'ai pas envie trop de vous en parler, mais on va découvrir l'univers de la mode. On va aussi parler des mauvais côtés aussi de tout ce qui est reconstruction, des mariages plus ou moins arrangés. Enfin voilà, il y a pas mal de choses comme ça qui tournent autour quand même de l'amour, de la romance, mais c'était vraiment intéressant. J'ai appris beaucoup de choses sur la mode. C'était quelque chose qui m'intéresse pas de base, mais que là j'étais très curieuse de découvrir et j'ai passé un très très bon moment. Donc j'ai vu que c'était un tome 1, donc je suppose que s'il y a un tome 1, c'est qu'il y aura une suite. Je suis très pressée et très curieuse de voir ce que ça va donner. Mais c'est vrai que c'est un roman qui m'a agréablement surprise et avec qui j'ai passé un très bon moment. C'est d'ailleurs une de mes meilleures lectures de cette fin d'année. Donc vraiment, je vous recommande si vous aimez les romances et les romans historiques parce que voilà, il y a plus au final de romans historiques que de romances. Donc je vous conseille absolument Les Fiancés de l'été. Et le dernier, je vous en avais parlé dans le dernier point lecture, donc je vais plutôt passer assez vite. C'est le Crocus jaune de Leila Ibrahim que j'ai lu au mois de décembre et que j'ai beaucoup aimé. On est dans un roman historique aux États-Unis, dans les plantations, avec une famille blanche qui a une petite fille qui s'appelle Lisbeth et sa nourrice Mattie, qui est une esclave noire, qui va allaiter Lisbeth quand elle va naître et qui va s'occuper d'elle quand elle est petite. Et, euh, et j'ai beaucoup aimé, ça parle d'esclavagisme, ça parle de femmes. On va suivre ces deux femmes, donc Lisbeth et Mattie, qui ont des destins et des vies opposées, j'ai envie de dire, et qui sont très liées. Et on va voir que c'est les prémices aussi de tout ce qui est abolition de l'esclavagisme. On va voir pas mal de sujets aussi par rapport au mariage, par rapport à plein de choses. Et j'ai été bouleversée par cette histoire. Il y a une suite qui est un grain de moutarde que je pense et que j'aimerais beaucoup lire en 2022. Mais voilà, je pense que vous l'avez vu, il y avait beaucoup d'historique. Voilà, je pense que c'est quelque chose. Il y a deux choses que j'aime beaucoup, c'est tout ce qui est historique et roman de secret de famille et tout ce qui est contemporain plutôt avec la guerre en Syrie, le djihadisme, etc. Et je pense que c'est plus ou moins lié parce que ça reste de l'historique. Pour moi, tout ce qui est actuel sera dans l'histoire et comme a pu l'être la Seconde Guerre mondiale, c'est notre guerre actuelle en fait. Donc ça reste plus ou moins lié. Les secrets de famille, les histoires comme ça, c'est vrai que je me rends compte que c'est ce qui est au final, c'est ce qui est le plus intéressant. Et c'est aussi beaucoup des romans qui me font réfléchir et qui te font poser des questions aussi sur ton existence, sur la vie, sur plein de choses. Donc voilà, ça a été très varié. Je pense que dans ces 10 lectures, vous pouvez quand même au moins retrouver une ou des lectures qui peuvent vous intéresser pour cette année. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire quelles sont vos meilleures lectures 2021, celles que vous recommandez absolument et qu'il faut absolument qu'on lise. Et si vous avez lu l'un des livres que je vous ai présentés ou vous avez eu envie de lire suite à cette vidéo l'un des livres, je me ferai un plaisir de vous répondre en commentaire ou en message privé sur les réseaux sociaux sans souci. En attendant, je vous laisse. Je vous souhaite de très très bonnes lectures et je vous dis à bientôt. Ciao!